Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo en moins d'une semaine, ce qui est plutôt pas mal, vu que je reprends un peu cette chaîne en main, voyez-vous. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour du Google Kickstart. Euh, Apparemment ça a plu la dernière fois, vu le petit nombre de vues que j'ai fait, 98 à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui est plutôt pas mal vu le résultat de mes vidéos précédentes. Donc aujourd'hui on round H, Google Kickstart 2022. Petit spoiler, ça m'a donné du fil à retordre. Par exemple, hop, donc le premier, il a résolu, je sais pas comment c'est calculé, 5 minutes. En 5 minutes, mais moi je me suis penché dessus depuis, je sais pas, ça fait 2 jours. Et j'ai réussi donc à passer les samples, à passer le premier test, mais le deuxième test, nada. Et pourtant, j'ai travaillé plus, plein de fois, essayer de faire un algorithme qui marche. Donc qui marche à peu près, plutôt complexe comparé à la dernière vidéo. J'ai passé plus de temps à faire le code, c'est pour ça que j'ai fait le code avant de faire cette introduction, comme ça je sais où est-ce qu'on va. Donc le problème d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est Ada qui décide de faire un petit marathon. Et pour s'entraîner à son marathon, elle va courir. Logique. Donc en gros, elle va courir un certain nombre d'unités, on va dire. Le circuit fait un X unités, et elle va courir Y unités par run, par course, dans un sens soit horaire, soit anti-horaire. Et si elle franchit, par exemple, elle court 6 unités et que le circuit en fait 5, elle aura fait un tour. Mais si elle en court 4 unités en sens horaire, puis 3 unités en sens anti-horaire, puis 6 en sens anti-horaire, donc ça sera revenu par le point de départ. Donc elle aura fait un tour, mais elle n'aura pas complété le tour parce qu'elle a changé de sens entre deux. Voilà. Donc c'est à peu près ce qui est écrit là dans toutes ces lignes. Tac, tac, tac. Là, on a des petits samples. Donc, c'est assez simple. Quand c'est toujours dans la même direction, c'est assez simple. En gros, il faut additionner les distances parcourues et le diviser par la taille du circuit. Puis, on a le nombre de tours qu'elle a fait, parce qu'elle a toujours été dans le même sens. Là où ça se complique, c'est quand on veut changer de sens, c'est un peu plus compliqué. Donc, par exemple, ici, donc on a un circuit donc, qui fait 5 de longueur. Elle va courir 3 fois. Donc le premier run, elle fait huit unités dans le sens horaire, puis 3 unités dans le sens horaire, puis 6 unités dans le sens horaire. Donc comme il est écrit ici, elle fait 8 unités, donc elle dépasse le 5, ce qui fait qu'elle a fait un tour et demi, à peu près. Donc elle a fait un tour et demi, donc on compte un tour, puis après elle court 3 unités. Comme elle n'est plus qu'à 2 unités de la fin du second tour, ça fait un deuxième tour, puis 6 unités, ça fait un troisième tour, etc. Et ici, pareil, donc c'est un autre exemple avec un circuit plus long, où là, ça doit faire 5. Et là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand ça change de sens. Donc on voit que dans le premier case, elle fait un seul tour. Donc, pareil, là, le circuit fait 5 de longueur et elle court 3 fois. La première fois, donc elle fait 8 unités, donc là ça fait un tour et demi. Ensuite, elle court 4 unités, mais dans l'autre sens. Donc elle revient sur ses pas, même si elle franchit la ligne du circuit, parce qu'elle tourne en rond. Comme elle a changé de sens, ça compte pas comme un tour. Donc là, ça fait 0. Et après, elle repart dans l'autre sens, donc dans le sens horaire. Et là, pareil, elle refranchit la ligne d'arrivée. Mais comme elle a changé de sens entre deux, eh ben, pareil, ça compte pas pour un tour. Donc, elle a fait un seul tour. Ensuite, ici, donc là, elle fait 5 tours. Donc, le premier tour, donc le circuit fait 4 de long. Le premier tour, le premier run, elle fait 2 d'unité. Donc là, elle atteint même pas la ligne d'arrivée. Donc, elle est juste à ligne d'arrivée plus 2. Ensuite, elle fait 8 tours dans l'autre sens, 8 unités dans l'autre sens. Ce qui fait qu'elle franchit la ligne une première fois, mais ça ne compte pas, parce qu'elle a changé de sens. Et après, elle refranchit la ligne dans le sens anti-horaire. Mais là, ça compte parce qu'elle a déjà franchi la ligne une fois et est toujours dans la même direction. Et elle le franchit 2 fois, cette ligne. Ensuite, donc là, elle court 3 unités, pareil, dans le sens anti-horaire. Comme c'est dans le même sens que la fois d'avant, ça compte normalement. Donc, elle refranchit une fois la ligne. Ensuite, elle court 5 unités dans le sens horaire, donc c'est le sens contraire de ce qu'elle courait avant, parce qu'elle est un peu bêta, elle ne se souvient plus dans quel sens à chaque fois elle repart. Et donc là, elle va courir 5 dans
dans le sens horaire. Mais comme elle changeait de sens, bah, ça compte pas. Et enfin, elle court vite dans le sens anti-horaire, et là ça compte parce qu'elle aura touché une première fois la ligne d'arrivée, puis elle aura recouru 4 unités, donc ça compte. Et donc c'est sur ça que j'ai planché depuis. Donc nous sommes mercredi 16 novembre, j'y ai penché sérieusement depuis hier matin. Et donc je sais pas comment ils font les gens pour résoudre les trucs aussi vite. Enfin, bref. Donc là tout de suite on va passer sur Visual Studio Code. Et je vous mets le petit timelapse de tout ce code magnifique qui ne fonctionne pas entièrement parce qu'à mon goût il traite des problèmes trop spécifiques en fonction des données qui sont rentrées. Donc je pense que c'est ça le principal problème. Puis on se retrouve juste après.
Et on se retrouve donc pour parler un peu de ce code. Donc comme tu peux voir, j'ai parfois un peu galéré. Donc on commence par le début, le for, case, in range, machin. Donc ça c'est pour dire pour le nombre de voies qu'on va traiter, on va lancer x fois notre fonction définie au-dessus. Donc on va récupérer dans un premier temps la longueur du circuit et le nombre de runs qu'elle va faire, donc de courses. On va partir du principe que la direction de base c'est sens horaire et pas anti-horaire. Et après on set toutes nos variables. Ici, donc toute cette partie là c'est pour dire que si toutes les, toutes les courses, toutes les runs partent dans la même direction, toujours dans la même direction que ce soit horaire ou anti-horaire, bah, on additionne le tout. C'est ce qu'il fait ici. On additionne chaque run et on le divise par la longueur du circuit, puis on arrondit à l'inférieur. Parce qu'on retourne toujours un chiffre rond. Et on peut dire on a couru 3 tours et demi, on va dire on a couru 3 tours, et pas 4. Donc voilà. Et ici, ça c'est pour remplir mon tableau, en gros, pour dire, pour avoir chaque ligne, chaque run. Et si c'est pas le cas, donc si elle ne va pas toujours dans le même sens, et si elle fait des allers-retours, donc là on a plusieurs formules mathématiques, on va dire. Donc le R correspond à la distance qui reste à parcourir. Donc si on est dans le sens horaire, on prend la longueur du parcours, on soustrait la position actuelle de ADA et on fait modulo le parcours. Donc par exemple, si le parcours fait 5, qu'elle est en position 3, donc elle a 2 unités restantes, donc si on fait 5 moins 3 modulo 5, ça nous en donne bien 2. Et si on est dans le sens anti-horaire, la position ce qui reste, c'est la position de ADA. Alors, sachant que si on arrive, si il reste 0, ça veut dire qu'elle repart pile poil là sur la ligne, depuis la ligne d'arrivée. On considère qu'elle ne change pas de sens. Par exemple, si elle arrive en sens horaire sur la ligne d'arrivée, on considère qu'elle ne change pas de sens, donc que le prochain tour va compter si elle repart dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je mets ici, on sait tout de suite previous dire égale C, donc C qui est le sens clockwise ou anti-clockwise, donc horaire ou anti-horaire. Ensuite, donc ça c'est une première condition, donc on dit juste que si la distance qu'elle doit parcourir sur ce run est inférieure au nombre d'unités restantes qu'elle parcourt pour atteindre la ligne d'arrivée, on change juste la position de ADA, donc on lui ajoute ou on lui soustrait la distance qu'elle devait parcourir, et on ne calcule pas de tour supplémentaire, car tout simplement, elle n'a pas atteint la ligne d'arrivée. Et on le fait aussi dans le cas où, donc on le fait en cas où quand le nombre d'unités restantes est différent de 0, et on le fait aussi si elle part donc elle est à 0 et la distance qu'elle a parcouru est inférieure à la longueur totale du circuit. Dans ce cas-là, on change sa position aussi. Ensuite, donc si par contre la distance est supérieure au nombre d'unités à parcourir, et qu'on va toujours dans la même direction, donc on ne change pas de direction. Là, on appelle ma fonction qui calcule le nombre de tours et la nouvelle position de ADA. Donc on lui passe en paramètre sa distance qu'elle a parcouru sur ce tour-là, le nombre d'unités restantes, le sens dans lequel elle court, la variable qui contient les tours et la longueur du circuit. Donc ça s'appelle cette fonction-là, ici, tac. Vous aurez pu voir peut-être dans le timelapse, à un moment j'ai cette fonction-là, enfin ce paragraphe de condition était écrit dans chaque paragraphe de sous-condition en dessous. Et je me suis dit que ce serait plus simple de faire une fonction, parce que sinon je ne vais plus jamais m'y retrouver. Si je changeais quelque chose quelque part, ça va être un bazar pas possible. Donc en gros, je lui dis juste, donc on calcule la distance, le nombre de tours qu'elle a fait. Donc on prend la distance, on le soustrait le nombre d'unités qui lui restait à parcourir et on le divise par la longueur du circuit. Et donc si c'est supérieur à 0, parce que ça retournera rarement un chiffre pile. Donc si c'est supérieur à 0 et inférieur à 2, donc elle a fait un tour, on fait plus égal à 1 sur le laps. Et sinon, on arrondit au supérieur ce que cette formule aurait retourné. Par exemple, si elle a fait 2,5, on considère qu'elle a fait 3 tours. Voilà. Et là, on calcule la nouvelle position. Donc si c'est en sens horaire, on fait la distance moins ce qui restait
ce qu'il fallait courir, modulo la longueur du circuit. Et si c'est en sens anti-horaire, on fait la longueur de circuit moins la formule du dessus. Et si on atterrit sur la position 0 et que d est supérieur ou égal à la longueur du parcours, on considère qu'elle a fait un tour de plus et on fait plus égal 1. Voilà, donc cette fonction est assez importante parce qu'on va l'utiliser à chaque fois. Et donc ici, tac tac tac, j'en étais où? Hop. Donc là on appelle notre fonction, puis on dit que la previous direction c'est la direction courante parce que pour le prochain tour de boucle, voilà. Ici c'est un peu différent, donc c'est dans le cas où on change de direction sans passer par la case 0. Donc là, si on change de direction, en fait, c'est à peu près le même principe, sauf que si elle franchit la ligne, une première fois la ligne en changeant de direction, bah dans ce cas-là, ça compte pas pour un tour. Donc là, techniquement, le laps plus égal 0 ici, ça sert strictement à rien, hein. C'est plus pour des questions de mois de logique pour pouvoir m'y retrouver dans le code, mais on peut clairement supprimer cette ligne-là. Et là, on le fait entre 0 et 1. Et sinon, on fait un arrondi supérieur de cette formule-là. Moins 1 parce qu'elle n'aurait pas dû, le premier tour qu'elle complète ne compte pas. Et pareil, on calcule la position, etc. Et donc là, j'ai pas utilisé la formule que j'avais définie tout en haut, justement à cause de cette variable qui change. On fait juste entre 0 et 1 et pas 0 et 2. Et là, pareil, si on arrive en position 0 et qu'elle a fait plus que la longueur du parcours, on rajoute 1. Et là, pareil, donc si R égale 0, donc ça veut dire que ça, notamment, c'est très utile pour la position de départ, parce que la position de départ, quand elle part, elle est à 0 en position et 0 en unité restante à parcourir. Donc si on est au départ et que le D est supérieur, la distance est supérieure à la longueur du parcours, dans ce cas-là, on va calculer le nombre de tours classiquement. Et donc si on teste hop, ce petit chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, tac, j'ai mes formules de test ici. Donc on va commencer par celui-là. Donc il y aura deux tests, 5, 3, 8C, 3C, 6C. Donc là ça retourne bien 3. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc 3. Et le deuxième doit retourner 5. Et donc le deuxième il fait 8, 4, 5C, 9C, oups. C, 8C et 20C. Voilà, donc ça fait bien 3 et 5. Toute cette partie-là, comme on part toujours dans la même direction, toute cette partie de if, si, sinon, si, machin, ça ne sera pas utilisé parce qu'on est dans ce cas de figure ici. Ce qui rend le truc beaucoup plus simple. Parce qu'au début, je l'avais fait sans passer par là et j'avais quelques erreurs sur les premiers jeux de test du Google Kickstart, parce qu'il y a des trucs qui sont énormes et ça calculait 2 fois, enfin c'est un peu un bins que j'ai corrigé depuis, mais du coup ça remplace toute cette complexité qui est en dessous. Et hop, on passe à celui du dessous. Donc je relance celui-là. Donc là on va avoir 3 tests. Donc le premier, donc il fait 8C, 4A, 5C. Donc lui doit retourner 1 comme on a montré tout à l'heure. Le prochain doit retourner 5 et celui d'après 1. Donc le suivant, donc on est là. Alors il fait 4 de longueur, 5 run, 2 C, 8 A, 3 A, 5 C, 8 A. On a bien un 5 et le dernier fait 4, 3, 3 C, 2 A, 5. Donc là on a bien 1, 5, 1. Donc moi je pense que ce qui bloque pour passer complètement le Google Kickstart, c'est qu'il doit avoir des tests avec des ranges de valeurs incroyables, elle doit changer de direction dans tous les sens. Et comme mon code est assez spécifique quand même sur la façon dont il fonctionne, donc il répond à des problèmes que j'ai eu lors du développement avec les samples de tests que j'avais. C'est un code qui n'est pas, je pense, pas assez généraliste pour toutes les données qui sont transmises par Google Kickstart, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais si vous avez une idée de ce qui ne pourrait ne pas aller dans ce code,
D'ailleurs, je pense que je vais ouvrir un GitLab avec les différents codes Python des Google Kickstart que je ferai. Si c'est fait pour cette sortie de vidéo, je le mettrai dans la description, sinon je le mettrai dans la prochaine. Et donc, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un petit commentaire sur ce que je pourrais améliorer pour mon code Python, parce que je reste quand même un débutant dans ce langage-là, parce que je suis plutôt côté administration système et réseau, et du Bash, du langage C, etc., pour ceux qui connaissent. Mais dans tous les cas, je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien,